Toujours de Paloma Moritz, qui est journaliste à Blast. Bonsoir. Bonsoir. Et maintenant, nous avons été rejoints par Ludivine Bantini et Hugo Paliétave. Ludivine, tu es historienne. Hugo, tu es sociologue et vous êtes membre de la revue Contretemps. Alors, je voudrais pendant cette heure aussi que les gens se sentent libres de poser des questions. Je vais essayer de regarder un petit peu plus. On a un petit peu débroussaillé lors de cette première heure avec Yoann Chapoutot. Mais je vais commencer par une question très simple après ce magnéto. Vous qui avez écrit sur cette question du retour du fascisme ou de la possibilité du fascisme ou de la menace fasciste. Est-ce qu'on joue à se faire peur là ou est-ce que quand même là ça commence à chauffer, ça se rapproche? Allez, Ludivine, commençons. Ah ben, on joue pas du tout, ouais. Enfin, j'imagine que ta question est purement rhétorique parce que je sais pas, ouais, on a tous et toutes le sentiment écrasant que la situation est gravissime, dramatique. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé publier un livre qui s'appelle en effet Face à la menace fasciste, qu'on a écrit tous les deux. Mais finalement, ce titre, décidément, s'imposait. Et donc voilà, on ne dit pas qu'on vit là actuellement sous le fascisme. Je le précise parce que beaucoup de gens le pensent en fait. Beaucoup de gens se disent de toute façon Macron c'est déjà le fascisme, etc. Donc c'est un vrai qu'il peu ce faudra que nous peut-être. disait Yoann Chapoutot juste avant, pas ça exactement, mais qu'il y a une lente dynamique, dérive vers dynamique. l'extrême droite depuis voilà, un moment et vers l'autoritarisme aussi. Voilà, donc d'ailleurs on définit le macronisme comme un autoritarisme du capital et on rappelle évidemment que le fascisme ne vient jamais comme ça dans un ciel serein, mais il est toujours précédé de longues phases, plus ou moins longues d'ailleurs, mais en tout cas plus ou moins chaotiques, de fascisation. Et alors là, c'est indéniablement ce à quoi on assiste, de la fascisation, un autoritarisme de plus en plus exacerbé. Une extrême droite qui s'est étendue en fait. Il y a de plus en plus de porosité entre une droite au pouvoir qui est une droite dure, qui est une droite violente, qui est une droite aussi raciste, de plus en plus, et qui tend la main à cette extrême droite reconnue désormais comme telle, y compris par le Conseil d'État. Enfin, je le précise, même si c'est pas forcément un argument. Nous, on n'est pas très institutionnaliste, juridiciste, on ne va pas spécialement s'appuyer sur le Conseil d'État pour définir des forces politiques, c'est évident. Mais c'est quand même important de rappeler que face à un déversoir médiatique qui essaye de respectabiliser le RN en faisant croire qu'il s'agit de la droite et que voilà, la France insoumise serait l'extrême gauche. Voilà, faut vraiment revenir aux fondamentaux, voir à quel point l'extrême droitisation a progressé et la fascisation des esprits. Ça me paraît évident. On n'est pas sous le fascisme, mais bien sûr que, au vu de ce qu'on vient encore de regarder avec votre magnéto, il y a une menace réelle. Mais alors justement, pour revenir sur ce que vous disiez, il y a une banalisation totale de l'extrême droite qui existe depuis un moment dans les médias et qui est très prégnante aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause cette appellation de fascisme. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer simplement en quoi est-ce que le programme du Rassemblement national est fasciste ? Et est-ce qu'il l'est ? Il n'y a pas seulement la question du... Enfin, ça se résume pas à la question de est-ce qu'il est fasciste ou est-ce quel est son programme, etc. Il y a déjà pas la question... dans le programme instauration du fascisme. Oui, c'est ça. Déjà, les partis néo-fascistes ou les partis d'extrême droite contemporaine n'inscrivent pas, veillent très fortement à ce qu'il n'y ait pas de lien direct avec le fascisme de l'entre-deux-guerres. C'est vraiment une stratégie constante en réalité, notamment du Front National depuis sa fondation en 72. Le Front National est fondé sur une stratégie en réalité de respectabilisation et déjà de dédiabolisation, même si le terme n'est pas employé. Et en fait, Marine Le Pen n'a fait que continuer et pousser jusqu'à toutes ses conséquences, en quelque sorte, cette stratégie qui avait en fait, en réalité, si on le prend sur la longueur, il y avait notamment deux volets. Le premier volet, ça a été de mettre à distance progressivement les aspects les plus violents, c'est-à-dire violence de rue, quoi. Notamment les liens avec ce qui a pris du temps parce que par exemple pendant longtemps le FN on le considérait et légitimement comme le parti des assassins. En 95 il y a deux personnes qui sont assassinées, un à Marseille, Ibrahim Ali, par des colleurs d'affiches du Front National, un autre dans le cadre à Paris dans une manifestation organisée par le Front National, et Brahim Bouharam est jeté dans la Seine par deux skinheads néo-nazis. C'est un de mes premiers souvenirs politiques.
Bien sûr, Oui. pour beaucoup de gens qui se sont politisés dans les années 90, c'était un fait important. Donc, ils ont mis longtemps avant de se détacher de cette dimension de la violence. Et par ailleurs, la question de l'antisémitisme et du négationnisme, notamment, qui a été présente dans le tournant des années 2010, qui est un tournant tactique, qui est présenté d'ailleurs comme un tournant tactique par Louis Alliot, qui était le numéro 2 du parti à l'époque. Et donc, ils ont mis longtemps, voilà. Mais donc, il y a la question du... Enfin, on ne trouvera pas de choses qui sont exactement identiques. Notamment, toute la stylistique a changé. Ils ont bien compris que des types rangers avec des crânes rasés, etc. Non, bon, c'est des fascistes en costard, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a toujours eu des fascistes en costard. Dans les partis fascistes d'entre-deux-guerres, il y avait des branches d'élite, des parlementaires, des juristes, des avocats, des professeurs d'université, des médecins, etc. Donc, il y a toujours eu cette branche-là. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est un projet fasciste ? Fondamentalement, c'est que le cœur de leur idéologie, c'est un projet de régénération nationale, civilisationnelle, par purification. C'est-à-dire, si on creuse véritablement qu'est-ce qui les motive, quel est le ciment idéologique de leur organisation, y compris présent dans leur électorat, c'est notre nation pourrait renaître de ses cendres, elle pourrait revivre, elle pourrait retrouver sa grandeur, comme dit Trump, si, elle se débarrassait des éléments qui l'empêchent. Bien sûr, mais ce que dit Vox, si elle se débarrassait des éléments antinationaux, des éléments qui l'empêchent de rester elle-même, d'être fidèle justement à ses racines très profondes, millénaires. Aujourd'hui, etc. c'est culturel, aujourd'hui, l'argumentaire, mais... Le racisme a été culturalisé. Ouais. Et là encore, il y a eu tout un travail politico-intellectuel dans les années 70, notamment effectué par des cénacles intellectuels, notamment la Nouvelle Droite, le Club de l'Horloge, le Grèce, etc., pour notamment culturaliser le racisme. C'est-à-dire, notamment, on ne parle plus en termes de hiérarchie des races, mais d'incompatibilité des cultures. Et donc, le vocable principal devient l'identité. Quand on regarde les textes plus sophistiqués des théoriciens d'extrême droite, Dominique Vénère, Guillaume Fay, etc., on sent bien que par ailleurs l'identité a un fondement biologique chez eux. C'est pas juste un vague vernis culturel que n'auraient pas les immigrés extra-européens et qui ferait que ils seront inassimilables dans la nation française, etc. Ça va en réalité plus loin dans leur vision du monde. Oui, ils savent très bien ce qu'ils font et comment ils le reformulent et pourquoi ils le reformulent, bien sûr. On parlait tout à l'heure de à institution égale. Est-ce que l'arrivée au pouvoir, là, un gouvernement RN, qu'est-ce que ça bascule ? En quoi ça bascule par rapport à déjà la pratique autoritaire qu'avait Macron, l'interprétation qu'il avait des institutions, les 49.3 et la pratique de la police, etc. sous Macron ? C'est quoi les effets de cliquet là que provoquerait l'arrivée du RN ? On peut déjà les voir à la fois ici par les propositions qui sont faites et qui sont déjà mises en œuvre, mais poussées jusqu'au bout. Et puis, d'autre part, on peut le voir également dans les régimes qui, actuellement, sont des régimes fascistes ou fascisants, comme en Hongrie ou comme en Italie, par exemple. Donc, c'est déjà des privations de liberté considérables, des privations de droits, enfin, vraiment des droits complètement piétinés. Alors, un racisme... Ça, c'est évident. Il faudra peut-être qu'on y revienne encore plus précisément. Hugo vient d'évoquer cette dimension aussi biologique, organiciste, racialiste. Et elle est toujours présente chez certains cadres, même en sous-main. Mais ça a été démontré en long, en large et en travers depuis quelques semaines, quelques mois, en particulier, y compris par des cadres qui sont investis par le RN, des cadres départementaux, des cadres régionaux, qui ont ces bases suprémacistes, racialistes, qui viennent de groupes identitaires, néofascistes, néonazis, ça c'est clair. Donc évidemment que le RN n'est pas seulement un parti xénophobe au sens où il donne la priorité nationale et la préférence nationale. Donc ça, c'est déjà une xénophobie d'État, mais ça serait aussi de toute évidence un racisme d'État. C'est la privation du droit de grève. On le voit en Hongrie, par exemple. C'est vraiment monstrueux ce qui s'y passe. Par exemple, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, voilà, à partir du moment où il y a eu des grèves massives contre toutes les contre-réformes de programmes, toutes les interdictions, notamment dans les programmes d'histoire, dans le fait de ne plus avoir le droit d'évoquer ne serait-ce que l'homosexualité, y compris dans les films, dans les séries, dans les romans, etc. Il y a eu des grèves massives, mais elles ont été considérées comme illégales, donc elles ont été très violemment réprimées et beaucoup d'enseignantes et d'enseignants ont été tout simplement licenciés. Donc c'est des licenciements vraiment massifs. Quand je dis on voit déjà les signes, je pense que c'est aussi un régime de délation généralisée. Les signes qu'on voit, c'est par exemple ce qu'a lancé Zemmour avec Parents Vigilants. Mais Parents Vigilants, moi je suis prof, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Parents Vigilants, voilà, c'est des groupes, des collectifs qui ont été montés par des zémouristes. Appuyé en cela par évidemment les médias qu'on va appeler bolloréens, quoi. Et en fait, c'est dénoncer
Alors, à la fois des élèves qui seraient considérés comme hors de la norme, justement, nationaliste, voilà, et culturelle, telle que Hugo vient de la rappeler. Et puis aussi, bien sûr, des personnels de l'éducation nationale ou de l'enseignement. On a vu des Voilà, affaires alors, bien de sûr. ce style. Bien sûr. Ou même des idées de sortie scolaire. Voilà. L'idée, c'est de maintenir une pression sur le corps enseignant en permanence. Et tu parlais de fascisation des esprits. C'est vrai qu'il y a des endroits clés. C'est l'école, l'université, la presse. Oui, les médias. Voilà, la presse d'extrême droite arrive toujours avant l'extrême droite. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il y a une bataille culturelle préalable, mais ça vient pas forcément, je crois, avant. Hein, dans le cas de la Hongrie, en fait, quand il revient au pouvoir, parce qu'il avait été il a eu une première expérience de pouvoir entre 1998 et 2002, Orban, il se fait jeter du pouvoir. D'ailleurs, il comprend une chose à ce moment-là, c'est que c'est pas parce que tu contrôles le gouvernement que tu as été élu que tu as le pouvoir dans la société. Bon, c'est vrai pour la gauche. Hein. C'est parce que tu gagnes une élection que tu as réellement le pouvoir dans les administrations, dans l'économie, il peut y avoir des etc. désobéissances. Des désobéissances, mais même, je veux dire, le pouvoir économique se fiche pas mal sous bien des aspects de qui est élu et continue à mener ses politiques patronales, etc. Donc, avoir le pouvoir dans la société, ça suppose tout autre chose que de gagner les élections. C'est une question, par ailleurs, dont doit se souvenir la gauche. Bon, voilà. Mais donc, il revient au pouvoir en 2010 et il se dit, il faut que je verrouille les choses. Et une de ses premières décisions, c'est une loi sur la presse. C'est une loi sur la presse extrêmement dure contre les médias. Alors, il y a d'abord une fusion des organes de presse publique, etc. Mais c'est pas ça le plus important. C'est notamment, il crée une espèce d'autorité nationale dans laquelle dominent des affiliés à son parti, le Fidesz, et qui doit prendre notamment comme décision, enfin, qui peut prendre comme décision d'infliger des amendes extrêmement fortes à des médias qui ont dit des choses fausses. Voilà. Donc, fake news. Mais, voilà. Mais des choses. Enfin, voilà. Donc, très vite, il y a des médias de gauche qui ont été sanctionnés avec des très lourdes amendes, etc. Bon. Donc, il a bâillonné assez vite la presse. Et puis, il y a une offensive énorme du pouvoir d'Orban contre les universités. Il y a une université progressiste, l'université d'Europe centrale, qui était à Budapest, qui a été fermée, qui a été obligée de se déplacer, de changer de pays à Vienne. Et récemment, il a cédé la quasi-totalité des universités publiques à des fondations privées, donc avec un contrôle là encore plutôt, en les mettant sous la main de ses amis oligarques bénéficiant de gros capitaux, etc. Enfin, avec par ailleurs des attaques contre tous les programmes d'enseignement autour des questions de genre, autour des questions de discrimination, autour des questions de migration, d'inégalité, etc. Enfin, donc voilà, il faut bien voir que, par ailleurs, la stratégie des néo-fascistes, si on veut, c'est pas comme dans l'entre-deux-guerres, d'écraser physiquement les opposants en quelques mois ou en 2-3 ans. Bon, les nazistes en 2-3 mois, une grande partie des dirigeants, enfin en quelques mois, des dirigeants syndicaux, socialistes, communistes se sont retrouvés dans des camps. Hein. En Italie, ça a pris un peu plus de temps, quelques années. La stratégie de Orban, et je crois que ce sera la stratégie du RN, c'est une stratégie, Gramsci dirait, de guerre de position et pas de guerre de mouvement. C'est sur le temps long d'asphyxier les opposants, de les isoler du reste de la société civile, d'empêcher en quelque sorte qu'un discours de contestation de l'ordre social, patriarcal, de classe, raciale, etc., puisse trouver une audience dans la société. Parce que c'est ça, en fait. Il peut toujours avoir des gens qui disent des trucs radicaux dans leur coin. Si ils les disent dans leur coin et sans accès à l'espace public, ça, c'est pas... Voilà. Donc, les asphyxier, donc étouffer progressivement toute contestation dans la société. C'est pour ça que Orban est au pouvoir aujourd'hui depuis 14 ans. Voilà. Donc, c'est ça qui, d'une certaine manière, nous attend. Et par ailleurs, il faut bien comprendre que ces partis sont antidémocratiques, pas parce qu'ils veulent arrêter les élections. Le problème, c'est qu'on a tous l'idée, enfin beaucoup de gens ont l'idée que la démocratie, c'est juste les élections. Mais d'abord, il y a des dictatures qui ont maintenu des élections. J'ai un peu travaillé sur le Portugal de Salazar, la dictature qui a duré le plus longtemps au XXe siècle, 48 ans quand même. Et entre 45 et 74, ils organisaient des élections du président de la République. Le suffrage n'était pas totalement universel, il y avait toute une série d'entailles, ils trichaient, etc. Mais des élections. Mais la démocratie, ça suppose des élections, effectivement, au sens minimal du terme démocratie. Mais ça suppose un haut niveau de liberté publique, pour que les gens puissent s'exprimer, se réunir, manifester, se syndiquer. Et un espace public. Un espace public, du pluralisme politique, idéologique, intellectuel,
et donc de la presse indépendante qui a un accès, qui a un public de masse, des chercheurs indépendants qui produisent un discours critique sur la société, et puis des droits des minorités, montrant que la démocratie c'est pas la tyrannie de la majorité. Donc et des femmes, parce que c'est ça aussi qu'on voit avec Mélanie, c'est ça qu'on voit aussi avec Orban, c'est par exemple la mise en cause du droit à l'IVG par exemple, le droit à l'IVG avec sans cesse entravé. Mélanie, l'autorisation de brigades anti-IVG de venir dans les cliniques, en Hongrie de faire des pressions, exercer des pressions. Les femmes qui veulent avorter ont obligation d'écouter les battements de cœur du fœtus, et voilà. Et en fait, oui, parce que les anti-IVG ont accès aux cliniques maintenant en absolument, Italie. Grâce à Mélanie. Tout à fait, c'est un droit que leur a donné Mélanie. Et enfin en Italie, et pour ce qui concerne Orban, c'est la même chose. Et en fait, parmi les candidates investies par le RN, il y a une certaine Laure Lavalette, c'est la 10e circonscription de Paris, je crois. Et vieille cadre de l'extrême, elle était déjà au FN dans les années 90. Et elle défend très clairement, elle dit que si le RN arrive au pouvoir, ce sera l'abrogation de l'IVG. Oui, mais à la fois, on a Jordan Bardella qui récemment a fait une longue vidéo sur les réseaux sociaux qui s'est adressée aux femmes de France. Petite vidéo, et qui je crois qu'elle leur a durait 2 minutes. Voilà. Oui, non, une petite vidéo. Non, mais je voulais dire une grande vidéo parce qu'il prend un air très solennel en expliquant aux femmes de France qu'il va tout faire pour défendre leurs droits. Hier encore, sur le débat sur TF1, il expliquait qu'il liait l'insécurité aux violences faites aux femmes. Donc en fait, on voit qu'il y a cette rhétorique qui n'arrête pas de bouger et qui finalement, en fait, pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément tous les outils politiques pour analyser ces discours-là, se disent cet homme-là est raisonnable, il a l'air de vouloir notre bien. C'est notamment ce que j'entendais sur un podcast Les Pieds sur Terre de France Culture, le RN, on n'a pas essayé, qui allait interviewer des électeurs et électrices du RN qui disaient en fait le Rassemblement National est le seul parti qui nous rassemble, c'est le Rassemblement National. Eux, ils ne se concentrent pas sur ce qui nous divise, notre genre, nos orientations sexuelles, mais non, ils se concentrent sur ce qui nous rassemble, être français, etc. Donc, non, mais c'est quand même un vrai tour de force, c'est qu'on a l'impression que un parti que justement vous nommez comme néo-fasciste est en train d'apparaître comme le plus raisonnable aujourd'hui et celui qui rassemble véritablement les Français. Oui, alors que c'est exactement le contraire, puisque c'est une division intrinsèque, c'est une division quasiment naturalisée, voilà, puisque il y a celles et ceux qui ne feraient pas partie de ce grand organe, de ce grand corps, qui voilà, avec une communauté organique, avec des discriminations institutionnalisées, etc. Donc évidemment, c'est la grande perversité de ce parti, parce qu'en fait, comme on a essayé de le rappeler, l'extrême droite, en gros, on peut la diviser en 2 branches, historiquement et encore aujourd'hui. Il y a une partie qu'on va dire traditionnaliste, très conservatrice, voilà, qui se réclament d'un nationalisme, y compris xénophobe, évidemment, et discriminatoire, d'une part, et de l'autre, voilà, un courant davantage fasciste, qui se réclame de la biologie, de la pureté du sang, etc. Et en fait, le RN rassemble les deux tendances, a toujours, finalement, depuis 1972, avec déjà cette pratique de respectabilisation, mais a toujours eu ce double fondement. Et là, on le voit très clairement, avec les candidates et candidats qui ont été investis par le RN. Certains ont vraiment ce socle, très clairement, ce que eux ont pu appeler longtemps et continuent d'appeler en sous-main, évidemment pas dans les médias et pas dans leur stratégie de respectabilisation, le nationalisme révolutionnaire. Donc évidemment, c'est contre-révolutionnaire, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est la violence, y compris voilà, la division violente de la société et le fait de tailler dans ce corps-là. Pour en exclure de supposés germes. Voilà. Et il ne faut pas oublier du coup que certains se réclament encore de l'Action française. Il y avait des membres de l'Action française qui étaient présents à la fondation du Front National en 1972, mais c'est encore le cas aujourd'hui. De toute façon, à ce moment-là. Oui, bien sûr. Compromis nationaliste. Mais quand même, il faut se rappeler ce qu'était l'Action française, l'antisémitisme d'État que prenait Maurras, mais encore au-delà, bien sûr, de Maurras lui-même. C'était vraiment l'idée, par exemple, que les Juifs étaient l'ennemi de l'humanité, pour citer vraiment pareil, textuellement. Un corps étranger à l'intérieur du corps national, voilà. Et en fait, avec une double allégeance. On reparle en ce moment avec cette histoire des binationaux, on reparle de cette question d'allégeance, d'ailleurs, ça revient. Hein. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de lancer ce deuxième magnéto, d'ailleurs, parce qu'on va parler aussi de cette question-là, l'antisémitisme aussi, comment il est utilisé dans le débat public, et comment il faudrait le comprendre. Il faut absolument, enfin de mon point de vue en tout cas, faire un cordon sanitaire autour de la France insoumise qui est devenu, au fil des années, un parti profondément antisémite. Quant à l'antisémitisme, excusez-moi, mais moi, il y a quelque chose qui me révolte. Il faut 48 heures pour qu'on se mette d'accord sur l'antisémitisme.
mais on est chez les dingos. C'est comme si on se mettait d'accord pour dire on va pas commettre d'escroquerie, vous voyez. Vous n'avez pas dit un mot de cela. La France insoumise, le racisme, l'antisémitisme, rien, que dalle pendant 10 minutes. À votre avis, quel sujet, Ne faites monsieur pas Jouvet? semblant de ne pas comprendre. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet? À votre avis, quel sujet? Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites semblant de quoi? De pas comprendre? À votre avis, quel sujet? Mais je vais vous répondre si vous me laissez répondre sans vous énerver. La conversion antisémite de toute la droite française est, pour moi, hyper bizarre. Parce que c'était les milieux qui étaient antisémites. Qui sera votre Premier ministre en cas de victoire? Mais, pardon, C'est quand même assez... C'est une élection législative. Le Parlement. On ne va pas en permanence faire des présidentielles. On a eu les européennes. Non, mais là, on ne parle pas de présidentielle. Attendez. Le Premier ministre est le chef de la majorité. Oui, on a eu... Mais je sais. Ce n'est pas la même chose pour les électeurs. Ce n'est pas la même chose pour les électeurs d'avoir en tête un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre qu'un François Hollande. Pardon, vous espérez l'avoir. Vous espérez l'avoir. Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Que François Hollande devrait écouter ses propres conseils, les conseils qu'il prodigue, ce serait intéressant. L'antisémitisme est une réalité en France. Je le sais d'autant mieux que je l'ai combattu toute ma vie. Je n'ai rien à voir avec le racisme. Je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouvent que tout ça n'a rien à voir avec moi. Alors, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tout ça est un prétexte pour dire que la France insoumise est une organisation antisémite de manière à favoriser le vote Rassemblement national au deuxième tour. Voilà, c'est assez terrifiant ce retournement, comment les universalistes sont aujourd'hui accusés d'être justement les communautaristes. Enfin, tout est un petit peu brouillé, tout est un petit peu... Et c'est pour ça que tu avais fait tu as signé une tribune dont j'avais parlé dans le Rhinocéros de la semaine dernière, publiée chez Au Poste de David Dufresne, où tu parles de cette... signée par de nombreux autres intellectuels. Hein. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu voulais dire dans cette tribune, pour ceux qui ne l'auraient pas lu? La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec Dupond-Moretti, c'est qu'on est chez les dingos, hein, c'est sa formule là qu'on vient d'entendre. En même temps, pas tant que ça, parce que c'est pas dingue de leur part. C'est vraiment une stratégie politique extrêmement efficace de leur point de vue. La preuve, c'est qu'on en est là à ne parler plus que de ça dans la campagne et qu'on soit en effet obligé de répondre à cette infamie. Il faut en parler un petit peu. C'est une infamie, elle a un socle politique et politicien qui est évident. Il s'agissait de trouver la chose en effet la plus infamante à adresser contre l'un des partis les plus combatifs de la gauche aujourd'hui. Donc LFI. Bon, pourquoi LFI? Bon, pour plein de raisons. Évidemment, d'abord et avant tout politique sur son projet. Voilà, bon, on le répète maintenant et ça nous semble acquis parmi nous. Plutôt Hitler que le Front populaire, toute proportion gardée. C'est que c'est une évidence depuis longtemps. Et là, ça recommence pas tout à fait à l'identique, mais dans les termes assez proches. Ensuite, LFI, bon, c'est vraiment une force aussi qui s'oppose médiatiquement, qui s'oppose, y compris à un certain discours médiatique qui est... Mélenchon lui-même, il est toujours dans une posture critique. Voilà, et ça n'a pas arrangé les choses quant au déversoir qu'il se prend. Bon. Il est évident également qu'il y a eu un tournant dans ce déversoir médiatique entre notamment la France insoumise, mais pas seulement, mais en particulier avec la marche contre l'islamophobie, la participation de LFI à cette marche, qui était une marche vraiment très très importante, qui était une marche extrêmement déterminée, a aussi accentué la haine politique et médiatique. Voilà. La marche contre l'antisémitisme. La marche contre l'islamophobie en 2019, okay. Voilà, la marche de novembre 2019 contre l'islamophobie. L'attentat de Bayonne, je crois. Voilà, exactement. Par un ex du Front National, Claude Cinquet. Exactement. Et ensuite, bien sûr que à partir du 7 octobre, voilà, ce déversoir, toutes les digues ont sauté et ce flot de calomnie s'est accéléré parce que la France insoumise tient bon sur une position de soutien au peuple palestinien et de caractérisation non seulement de crimes contre l'humanité à propos de ce qui se passe à Gaza, mais aussi de génocide. Alors nous, ce qu'on a voulu rappeler aussi dans différents textes, aussi bien le texte paru dans Au Poste que dans celui qui paraît dans l'Humanité ces jours-ci, c'est que cette caractérisation de génocide pour ce qui se passe à Gaza
c'est une caractérisation qui est employée par des juristes, des historiennes, des historiens, y compris des historiens israéliens, spécialistes de l'histoire des génocides en général et de la Shoah en particulier. Des gens qui ont ce courage, comme Amos Goldberg, qui enseigne l'histoire à l'université de Jérusalem, comme Ras Segal, historien israélien également, comme Omer Bertov, etc., qui expliquent qu'il s'agit bel et bien d'un génocide. Nous, on n'est pas là pour trancher sur le plan juridique, mais sur le plan éthique, sur le plan humain, ça nous semble très très important que cette discussion-là, ce débat-là, il puisse être mené sereinement sans que immédiatement cette accusation infecte d'antisémitisme ne vienne pourrir toute possibilité même et toute fin du débat, justement. Et puis, il y a évidemment cette criminalisation du soutien au peuple palestinien qui explique en grande partie ce déversoir. Est-ce qu'on peut le voir comme une espèce d'accusation de trahison du camp occidental dans ce récit de guerre des civilisations ? Israël comme avant-poste de l'Occident au Moyen-Orient, et donc parallèle fait avec les Juifs de France, etc. Et si on soutient les musulmans, en fait, c'est une trahison. Pareil, France Insoumise repeinte comme ennemi de l'intérieur, traître potentiel de l'intérieur, d'une grande guerre plus vaste. Ouais, il y a plusieurs dimensions dans les attaques et les calomnies contre la France Insoumise, hein, mais il y a d'abord quand même, je sais pas je crois pas que ça a été dit, mais je pense que Macron et la Macronie et les médias dominants ne leur pardonnent pas d'avoir brisé en quelque sorte leur rêve d'un champ politique structuré autour de gens raisonnables, mais en réalité entre des néolibéraux à façade progressiste, donc qui seraient les macronistes, mais qui n'ont rien de progressiste quand ils sont au pouvoir, et des néolibéraux réactionnaires, racistes, nationalistes, etc., qui en gros sont représentés par l'extrême droite, qu'elle soit d'ailleurs Zemmour ou RN. L'autre chose, c'est que l'AFI, effectivement, a brisé le consensus civilisationnel, islamophobe, sécuritaire par ailleurs, qui s'était mis en place en réalité dès les années 90, mais qui a été énormément amplifié après le 11 septembre 2001, et avec le passage notamment en France, hein, et surtout en France d'ailleurs, hein, de lois, de décrets, de circulaires islamophobes. Dans la guerre des civilisations. Bien sûr, et donc là, c'est la première fois qu'une force de masse, même à l'échelle européenne en réalité, hein, quasiment, a brisé ce consensus islamophobe sécuritaire qui s'était imposé en France avec le concours du Parti Socialiste, qui était la force dominante à gauche depuis les années 80, depuis le début des années 80. Donc ça, en quelque sorte, le parti des classes dominantes, aussi bien dans le champ politique, mais aussi dans les médias dominants, ne pouvait pas leur pardonner ça. Donc l'offensive, tous azimuts, passant par un flot incroyable de calomnies et une dégradation absolue du débat public, du débat médiatique, c'est le produit de ça. C'est que le jeu a été cassé par la France Insoumise, à la fois par le score de Mélenchon au premier tour, 22%, et le fait qu'il a constitué autour de lui, et sur un programme qui était globalement assez proche du programme de la France Insoumise de 2022, la NUPES, même si entre-temps elle a explosé. Et puis là, ils ont été très étonnés et très choqués, en quelque sorte. On l'a vu avec la réaction de Ruth Elkreev, par exemple, très choqués et indignés que la gauche réussisse à se rabibocher après, effectivement, des mois de lutte interne pendant les européennes et brisant, en quelque sorte, là encore, le rêve du face-à-face mortifère entre Macron et Le Pen, quoi, qui voulait encore réactiver. C'était le rêve à la fois de Macron et sans doute de bien des élitocrates macronistes. T'avais une question ? Non, je sais en fait, moi, je trouve que ce qui est terrifiant, c'est qu'on n'est pas sur le terrain du fond, on n'est pas sur le terrain des programmes, sur le terrain des projets de société. Et il y avait quelque chose qui était intéressant que vous disiez dans Socialterre récemment, sur le fait qu'en fait, il y a vraiment eu un matraquage politique et médiatique qui a fonctionné et qui a fait qu'une grande partie de la population aujourd'hui n'arrive plus à croire qu'en fait, on arrivera à atteindre une forme d'égalité, une forme d'équité, qu'il va y avoir un partage des richesses qui va être juste, et que cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, hein, qui n'est pas nouvelle, en fait, c'est tellement propagé qu'il n'y a plus tant d'espoir que ça, et donc on se tourne vers le Rassemblement national. Donc moi, j'ai envie de vous demander à tous les deux, est-ce que vous pensez que l'accession du Rassemblement national au pouvoir est une fatalité ou pas ? Non, ça n'a rien de fatal, puisqu'on voit d'ailleurs une mobilisation qui est très impressionnante, qui est très déterminée. Enfin, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais quand même, ils auront au moins 200, 250 députés. En fait, il y a deux choses différentes. Est-ce qu'il est possible là d'inverser la vapeur politiquement et électoralement ? Ça me semble oui, c'est nécessaire. Et d'un autre côté, c'est comment est-ce qu'on vit dans une société pareille, dans une société où le racisme est complètement naturalisé, banalisé, etc. Il faudrait même le dire aux jeunes qui nous écoutent, qui ont peut-être 10 ans de moins que moi, voire 15, 20, je sais plus. Ah, je suis vieux, putain, déjà. Mais on n'a pas toujours vécu dans cette société. Si vous regardez les nouveaux chiens de garde, par exemple,
À l'époque, quand on se battait contre les éditorialistes, quand la gauche se battait contre les éditorialistes de plateau, on parlait d'économie. Aujourd'hui, tous ces éditorialistes, parfois les mêmes, ne parlent plus que de questions communautaires, de questions raciales. C'est ce qui fait que Jean-Michel Apathy est devenu de gauche. Oui, parce que sur ces questions-là... Entre guillemets, parce que sur les questions économiques et sociales, c'est un néolibéral farouche. Absolument. Il y a ça, et puis il y a aussi une dépolitisation généralisée dans les médias. Moi, j'ai été frappée par le fait que Patrick Cohen ait été amené à dire moi, je suis de la vieille école, je lis les programmes et donc je vais les analyser. Enfin, c'est très très grave en fait. Faut pas lire les programmes. En fait, on a vu que voilà, il y a eu une sorte de starification, par exemple, autour de Bardella, sans que jamais son programme soit interrogé et sans que, par exemple, il soit montré. Alors là, heureusement que, en fait, cette campagne, dans son intensité, dans sa consistance même, grâce à cette gauche, mais je parle pas que des personnalités politiques qui vont s'exprimer dans les médias, mais grâce à toutes les discussions qu'on peut avoir un peu partout, civile aussi, on revient, voilà, tout à fait, hallucinante. mais on revient à l'analyse de ce que veut véritablement le RN. Bon là, il y a encore eu la démonstration économique selon laquelle, en fait, il y a 10% des plus riches qui vont encore s'enrichir grâce au programme du RN et par le biais d'un appauvrissement de 30% des plus pauvres. Bon, il y a aussi tout ce qu'on avait pu évoquer, mais qui là revient un petit peu quand même à la surface, heureusement, encore une fois, à la faveur de cette campagne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une politique globalement antisociale et tout à fait favorable à la logique du capital et tout à fait favorable à cette logique prédatrice du capital que défend le RN. Donc ça, on peut... C'est la nécessité de le faire. En fait, je pense qu'il y a une double nécessité. D'ailleurs, vous avez reçu ici Félicien Fauré qui en parle également et dans son excellent livre des électeurs ordinaires, où il montre en effet que voilà, le c'est comme ça, qu'on pourrait chanter avec Rita Mitsoko dans les années 80, le c'est comme ça, tout à fait typique des années 80, mais qui est devenu complètement asphyxiant et écrasant, pèse énormément sur l'électorat du RN. Donc c'est comme ça, mais de toute façon, rien ne bougera, y compris pour nous, rien ne changera, mais ce qu'il faut, c'est écraser celles et ceux qui peuvent nous ressembler quant à leur situation sociale et économique, mais qui n'ont pas les mêmes origines, etc. Donc trouver les boucs émissaires. Donc c'est, en fait, ce qu'il dit d'ailleurs, lui, de très intéressant notamment, c'est qu'il faut revenir au fait que le racisme, c'est pourri, c'est dégueulasse. En fait, il faut revenir, parce que là, il y a eu aussi une sorte de banalisation, respectalisation. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les sociologues qui ont travaillé sur le vote d'extrême droite avaient tendance à se concentrer que sur l'aspect classe sociale et pas du tout penser justement... Oui, mais en minorant le racisme. Mais en minorant pas seulement le racisme dans l'électorat, mais aussi en minorant sa gravité. Ça fait des années que le mouvement antiraciste aussi dit ça. Or, est-ce que la gauche n'a pas eu un rôle pivot dans le fait qu'elle a accepté des discours racistes à partir du moment où ils étaient remixés en laïcité ou je ne sais quoi, et que la gauche a eu aussi un rôle majeur là-dedans? Moi, je pense qu'elle a le rôle majeur. Parce qu'en fait, si on prend les années 80, il y a un clivage au départ à gauche-droite assez clair, notamment sur les questions migratoires. Alors, qui n'est pas si clair en réalité, parce que le PC, dès la fin des années 70, il y a toute une période du PC où ils adoptent des positions relativement hostiles à l'immigration, où ils envoient un bulldozer sur un foyer de travailleurs immigrés, je crois que c'est à Vitry. Ça, c'est tout début des années 80. Et tout. Georges Marchais, même à l'époque, mais oui, défendu par Robert Hue, effectivement, qui était maire à l'époque. Bon, mais globalement, il y avait quand même un clivage gauche-droite sur les questions d'immigration, notamment entre la force dominante, le PS et ça. Et il y a le PS se convertit de fait au consensus se convertit à des positions anti-migratoires, et c'est ça qui va créer le consensus anti-migratoire que l'immigration, c'est fondamentalement un problème. Et les immigrés, ils posent fondamentalement... Tu dates ça quand ? Dans les années 80, c'est-à-dire que, d'ailleurs... Il y a plein de gens qui disent le PS a abandonné les classes populaires au profit des immigrés. C'est faux, ils abandonnent tout le monde en même temps, quasiment. La tournante de la rigueur, c'est 83, donc là, ils abandonnent effectivement les classes populaires pour faire vite avec toute une politique de privatisation, de flexibilisation du marché du travail, etc., et de financiarisation, etc. Et puis, à peine quelques années après, on a les discours de Mitterrand sur le seuil de tolérance a été atteint en matière d'immigration, le discours de Rocard sur on ne peut pas accepter toute la misère du monde, mais c'est pas que des discours. Le FN pose les bonnes questions, mais il apporte les mauvaises réponses. Ça, c'est Fabius. Mais il y a les politiques. C'est des politiques précises, c'est-à-dire que c'est là où la gauche, y compris, se met à expulser en masse des travailleurs immigrés, notamment à la fin des années 80. Donc en fait, où ils vont commencer à parler d'islam quand il y a des grèves dans les usines. Alors ça, c'est tout début des années 80. Gaston Defer. Les grèves de l'industrie automobile. Effectivement, il y a 3 ministres qui réagissent en disant c'est des grèves intégristes de chiites. D'ailleurs, des chiites dans les usines c'était françaises. l'Iran à l'époque, le gros. Voilà, c'était après la révolution islamique où il fallait faire peur. Mais juste pour revenir là-dessus, c'est effectivement ça marche. Enfin, la question de classe et la question du racisme fonctionnent ensemble en quelque sorte. Il faut bien voir que
le volontarisme raciste du FN, du RN et d'une partie de son électorat est le pendant exact du fatalisme de classe, où le volontarisme de race fonctionne avec le fatalisme de classe. Et ça, c'est pas simplement le matraquage médiatique qui a imposé l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative, c'est le bilan du Parti socialiste. C'est le Parti socialiste, par toutes ses politiques, à partir du début des années 80, qui a façonné ce sens commun selon lequel l'économie de marché, on ne peut pas y toucher, Exactement. que les privatisations, c'est vers ça qu'il faut aller. Lionel Jospin, c'est peut-être pas effectivement François Hollande par certains aspects, mais c'est plus de privatisation sous Jospin entre 97 et 2002 que sous Balladur et Chirac, sous Balladur et Juppé entre 91 et 95, quoi. Donc la gauche le terreau de il n'y a pas d'alternative. C'est Chevènement et Ouais, DSK. c'est aussi ça, mais Oui, alors même justement. avant, parce que Pierre Bérégovoy, c'est vrai que c'est difficile d'en parler étant donné sa fin tragique et voilà tout ce qu'on sait sur cette fin. Mais Pierre Bérégovoy, par exemple, dans les années 84-85, disait il faut mettre nos montres à l'heure, et ces montres, c'était l'heure du marché, l'heure de... Voilà, de toute façon, même, évidemment, Jacques Delors, par exemple, a joué un rôle absolument décisif dans cette libéralisation du programme économique de cette dite gauche, en fait, qui devenait une gauche de droite. Enfin, ça, c'est une évidence. On ne peut plus parler de gauche quand tous les critères de la droite sont cochés désormais par cette supposée Presque gauche un pré-macronisme, pré-macronisme, ce qu'aurait pu être Delors. Et, exactement. tout à fait. Sûr. D'ailleurs, oui, Ni droite, ni gauche, on peut considérer que Macron est le descendant spirituel et politique et idéologique de Delors, parce que en effet, Delors voulait une espèce de grande alliance dite raisonnable, évidemment, voilà, d'une espèce d'extrême centre, mais très extrême dans sa politique violente, en fait, du point de vue socio-économique, entre autres. Et Delors, par exemple, lorsqu'il a nationalisé, comme ministre de l'économie, quand il y a eu cette vague de nationalisation de certaines entreprises en 82, il a envoyé une lettre circulaire au PDG de ces entreprises pour dire, mais attention, nous, ce qu'on veut, c'est que ces entreprises répondent à la compétitivité mondiale, que ces entreprises sont concurrentielles. Et donc, y compris, il y a eu des répressions antisyndicales dans ces entreprises nouvellement nationalisées, parce qu'il fallait mettre la montre à l'heure de ce marché. Et donc, d'ailleurs, les nationalisations n'étaient pas du tout des nationalisations émancipatrices pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Si on en vient au Nouveau Front Populaire, qui a présenté donc un programme qui est considéré comme quand même assez ambitieux, c'est-à-dire il est soutenu par des co-auteurs, co-autrices du GIEC, par des scientifiques en rébellion, il est soutenu aussi par plus de 300 économistes, en tout cas, c'est vraiment un programme de rupture avec la politique que l'on a aujourd'hui. Imaginons le Nouveau Front Populaire arrive à avoir une majorité à l'Assemblée et donc potentiellement un premier ou une première ministre, parce que j'en ai un petit peu marre qu'on parle que de premier ministre. Qu'est-ce qui nous garantit que ce programme peut réellement être appliqué ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'une sorte de nouvelle trahison ou en tout cas d'une volonté des lobbies économiques qui vont tout faire pour que ce programme ne soit pas appliqué, aussi bien sur les questions écologiques d'ailleurs, parce que ça va quand même assez loin, que sur les questions économiques ? Rien ne nous garantit, ça faut être sûr. Là où en gros, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y a pas, à ce moment-là, il y aura des blocages, mais s'il n'y a pas de mobilisation populaire de très haute intensité pour soutenir un gouvernement qui voudrait effectivement mettre en œuvre un certain nombre des mesures, mais y compris des mesures qui n'ont rien de révolutionnaire. Bon, le programme, effectivement, est plus à gauche nettement que le programme de Hollande en 2012 ou même celui de Jospin en 97. Peut-être pas plus à gauche que celui de 81 de Mitterrand, mais il est quand même plus à gauche que les programmes du PS dans les années 90, 2000, 2010. Mais il n'est pas révolutionnaire. Mais on l'a vu en 2015, par exemple, avec Syriza, ils se sont retrouvés au pouvoir en janvier. Ils ont été bloqués par la Troïka, par les gouvernements français et allemands, par la Banque Centrale Européenne, etc. Donc il y aura des réactions des bourgeoisies européennes, de la bourgeoisie française, et il y aura beaucoup de bâtons qui sont mis dans les roues. Donc, déjà qu'on est à AA- maintenant, la note. Mais donc il faudra affronter ça, et effectivement, s'il n'y a pas effectivement des mobilisations de masse en soutien aux mesures de rupture préconisées par ce gouvernement, on n'y arrivera pas. Par ailleurs, il faut en quelque sorte aussi que l'aile gauche, je dirais, de la coalition, parce qu'il y a une aile gauche et une aile droite, peut-être un centre aussi, mais que l'aile gauche sorte au minimum, reste le centre de gravité de cette coalition. C'est un peu ça la différence par ailleurs avec d'autres expériences gouvernementales où les forces à la gauche de la social-démocratie étaient des junior partners, comme on dit en anglais, des forces subalternes par rapport à la social-démocratie. Là, l'originalité de la NUPES, c'était que la France insoumise, sur un programme de rupture anti-néolibéral, anti-productiviste, anti-raciste, etc., était la force hégémonique. Bon.
Il Mais faut bon. que ça le reste, en quelque sorte. Ah, Il faut que Glucksmann a l'aile dit gauche non. du nouveau Front populaire reste la force qui donne le ton, qui soit dominante, y compris en faisant élire le maximum, je crois, c'est ma position, hein, de représentants de la France insoumise, mais aussi de représentants des luttes qui se présentent, comme Amal Bentounsi, par exemple, qui est une figure Tu soutiens la purge. de la lutte. Non, alors. Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais autre question, on peut en discuter. La question. Non, je squeeze pas la question, mais il y a des figures qu'il faut réussir à faire élire. Amal Bentounsi, des figures des luttes, Philippe Poutou, Raphaël Arnaud, etc. C'est super important que le pôle de gauche du nouveau Front populaire soit le plus puissant possible si on veut que effectivement ce programme soit mis en œuvre. Il y a la question des mobilisations, il y aura des questions un peu aussi internes à ce nouveau Front populaire, de rapport de force interne. Hein. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Et j'ai une question, mais toute simple. Toute simple, non, elle est compliquée. Mais à la limite, je vais poser à tous les deux. Ce serait quoi? Mettons que la gauche arrive au pouvoir. On a un peu de temps avant que les PS trahissent. Ce serait quoi les mesures d'urgence antifascistes? Police, groupuscules, grands médias. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour enrayer la mécanique si la gauche se retrouve au pouvoir? Et comment on s'y prend? Parce que... comment est-ce qu'on rétablit des garde-fous d'une certaine manière? Là, C'est j'ai ce donné dont on 3 parlait avec sujets, Yoann mais, Chapoutot juste avant. Médias, police, groupuscules dans les rues et grands médias. Là, c'est les sujets, mais c'est pas les solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on régule? La police, comment non, mais déjà, il y a une chose. Parce que ça, c'est pas dans le Il y a une programme, chose ça. dont on a commencé à parler, mais déjà, il faut en effet une très puissante auto-organisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser déposséder d'une manière ou d'une autre de nos luttes et de notre capacité politique. Ça, c'est quand même une chose très, très importante. C'est même la base, parce que c'est vrai qu'on a parlé de démocratie tout à l'heure, mais c'est des formes de démocratie qui sont toujours un peu tronquées par le fait que, voilà, on est rendu impuissant par le seul bulletin de vote. Ça peut pas, la démocratie, ça ne peut pas être un bulletin de vote. Donc, la puissance de l'auto-organisation, de créer des collectifs, des comités, etc., partout où on est, dans les quartiers, dans les entreprises, etc., c'est absolument fondamental. Et ce qui est intéressant dans le programme du nouveau Rassemblement populaire, c'est d'articuler ça. En fait, d'articuler ce qui existe déjà. Moi, ça me fait penser, alors toute proportion gardée, hein, c'est pas pour dire que ça y ressemble, mais ça me fait penser à ce qu'a été la Commune de Paris, en fait, avec cette articulation avec toutes ces associations populaires et ouvrières qui existaient et que la puissance publique, en fait, soutenait, à laquelle elle contribuait par ses initiatives, etc., par des aides financières. Bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, en effet, sous le Front populaire de 1936, les grèves ont été très, très puissantes. Et c'était pour que le gouvernement ait des marges de manœuvre face au patronat, face aux directions patronales, pour imposer, arracher des mesures qui n'étaient même pas dans le programme du Front populaire. Mais il faut bien voir que si le rapport de force finit par basculer du côté de ces forces patronales, de ces forces dominantes, le Front populaire, il est rendu lui-même impuissant. Alors, c'est un peu difficile à dire en ce moment. Moi, je travaille beaucoup sur les archives de cette période de 1936-1938 et donc de ce Front populaire-là, dont vous avez parlé aussi tout à l'heure avec Yoann Chapoutot. En fait, très rapidement, le patronat reprend complètement confiance parce qu'il comprend que le gouvernement de Léon Blum, Roger Salengro, il n'est pas prêt à remettre fondamentalement en cause les structures sociales, les rapports sociaux, ne serait-ce que de production, évidemment, la propriété privée des moyens de production, etc. Donc très vite, il reprend des forces et il commence à dire que les accords Matignon, il ne peut pas véritablement les mettre en œuvre. Et donc, il y a plein de manières de grignoter ces mesures. Or, il y a une façon aussi d'imposer une sorte de dilution et de dissolution de cette force auto-organisée à la base. Donc, c'est sûr que par rapport aux mesures, j'en mentionnerai une, mais je te laisse la parole sur les autres, Hugo. Mais les mesures, notamment sur la question des médias, c'est absolument essentiel, c'est absolument crucial, puisqu'on a vu que c'est un pivot majeur, y compris de démocratie élémentaire. Donc, une sorte de pôle public, on a beaucoup parlé également sur le plan économique d'une sorte de pôle public bancaire, etc. Enfin, ça me paraît tout aussi essentiel, mais il faut mêler les deux, pôle public médiatique, pour lutter contre toute cette fascisation dont on a parlé, avec une privatisation qui est prévue encore davantage par le RN. À mon avis, t'es trop mesuré dans tes propositions. C'est que je pense que... Non, je blague, on a besoin du pôle public, mais par ailleurs, il existe en partie. Il faut sans doute d'ailleurs le libérer davantage qu'il ne l'est des tutelles gouvernementales indirectes, etc. On le voit avec l'affaire Meurice à France Inter que ça constitue une série de problèmes. Mais il faut une loi telle que préconisée par exemple par Acrimed qui vise à déconcentrer le secteur des médias, déposséder les milliardaires et les grands groupes capitalistes privés des médias. Si on pense que l'information, le débat pluraliste, c'est une chose trop sérieuse pour être laissée au capital, aux intérêts privés, aux puissances d'argent, comme on disait dans les années 20 et 30, eh bien
il faut mettre en œuvre les moyens juridiques qu'il y ait une sorte d'appropriation sociale, populaire, des moyens d'information et de communication, de débat, donc des médias. Et donc, en fait, libérer les médias du pouvoir politique et du pouvoir économique. Alors, après, il faut mettre ça en musique, mais aussi bien du côté du SNJ-CGT, donc des syndicats de journalistes, du côté d'Acrimed, et même du côté des partis politiques. Je sais qu'au parti de gauche, à l'AFI, j'avais pas regardé, mais au NPA, il y avait des propositions sur le secteur spécifique des médias, sur comment on décapitalise en quelque sorte l'ensemble de ce secteur. Pierre Rimbert. Pierre Rimbert a fait ça dans le Diplo également. Pôle public, c'est pour ça sait ce qu'il faut faire. On soulignait tout à l'heure que nationalisation, ça ne veut pas du tout dire émancipation. Donc pôle public, ça doit être une manière de davantage collectiviser. Si on commence à démanteler l'Empire Bolloré, paradoxalement, ils vont crier au fascisme. C'est sûr. Mais il va falloir y aller, c'est pas grave. Sauf qu'ils ne représentent rien. Ils représentent les intérêts d'une toute petite caste. Et d'ailleurs, les éditocrates qui sont omniprésents sur les plateaux, socialement, c'est personne. Socialement, c'est 1% de la population, sociologiquement, si on veut. Oui. Sur les deux autres points que tu évoques, ça peut aller plus vite. Parce que moi, je suis lyonnais. Le truc des groupuscules m'intéresse. Mais ça faisait partie, d'ailleurs, c'était une mesure fondamentale du Front populaire des années 30, c'est dissolution des ligues fascistes. Alors, peut-être Darmanin vient de dissoudre le GUD. Et par ailleurs, non, il vient d'accéder enfin, après 10 ans de revendication, de fermer la Traboule, et la Gaugée. Et la Gaugée, donc les salles, notamment de boxe, dans lesquelles s'entraînaient les identitaires lyonnais, etc. Bon. Ça, c'est une victoire. Je le dis, c'est une vraie victoire pour les Lyonnais. C'est une victoire obtenue par des années de lutte locale, par tout un collectif demain, on recevra Raphaël Arnaud dans Backseat, d'ailleurs. On en reparlera avec Raphaël Arnaud demain. Mais donc, par ailleurs, je pense que ça ne veut pas dire que la solution face à l'extrême droite, globalement, c'est simplement dissoudre les organisations. Dissoudre le RN, par exemple, ça ne résoudra pas le problème de l'implantation profonde de l'extrême droite en France. Et je pense qu'il ne faut pas aller avoir ce type de tentation, parce qu'en général, ça se retourne par ailleurs sur les mouvements de contestation. Surtout que Éric Ciotti, de son côté, appelle à dissoudre la France Insoumise. France Insoumise, voilà. Et l'autre point sur les corps répressifs, c'est, moi, il me semble, une mesure minimale serait la dissolution. Je me demande si ce n'était pas dans le programme de la NUPES. La dissolution des corps répressifs. Les préposés aux tâches les plus brutales de maintien de l'ordre, notamment dans les quartiers populaires et d'immigration, mais aussi maintenant, depuis les Gilets jaunes, dans les mobilisations sociales. Donc la BAC, effectivement, la Brave M, les questions de désarmement de la police au maximum de ce qui est nécessaire. Là encore, comme mesure un peu de transition vers une autre société dans laquelle on aurait moins, voire pas besoin de la police. Ce qui reste... imagine une société beaucoup plus équilibrée, égalitaire, etc. On peut imaginer que les besoins d'une force de police sont beaucoup moins importants. Donc, en tout cas, en termes de mesures d'urgence, parce que, par ailleurs, Didier Fassin, par exemple, avait montré dans une ethnographie de la BAC qui date d'il y a une douzaine d'années, il me semble, à quel point les idées, affects, désirs racistes et d'extrême droite et de nettoyage de la société étaient omniprésents dans ces brigades, notamment dans la force de l'ordre, ce bouquin, je crois. Ouais, c'est ça, la force de l'ordre. On vient encore de le voir dans une brigade de CRS, sur l'antisémitisme et le racisme complètement, exacerbé. Et ces gens abordent par ailleurs la gauche en tant que parti de l'étranger. C'est un parti qui prend le parti des étrangers, enfin le parti au sens large, y compris toutes les organisations, quelles qu'elles soient, qui prennent le parti des exilés, des migrants. Enfin, voilà. Vous êtes un ami de la police? Mais là, justement, Usul évoquait les questions de court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire si d'urgence, le nouveau Front populaire arrivait au pouvoir. Mais en réalité, on voit bien que c'est une sorte d'avancée qu'on observe depuis des années. On en parlait juste avant de commencer le plateau. On se disait qu'en 2022, on faisait des émissions avec Blast pour savoir quel serait l'impact de 89 députés et Rassemblement national à l'Assemblée. Là, on parle plutôt de 200, 250 ou plus. Et il y a une citation, alors je ne sais plus qui l'a dite, mais qui dit « Les avancées de l'extrême droite sont faites de nos reculs ». Donc d'une certaine manière, comment est-ce que sur le long terme, on peut faire reculer l'extrême droite et arrêter de reculer nous-mêmes en tant que société ? Une société de justice sociale, une société d'équité, une société émancipatrice. Enfin, voilà, déjà sortir du fameux c'est comme ça dont on a beaucoup parlé, sortir de l'assignation à la résignation, ça c'est absolument fondamental. Prouver en fait tout simplement que par exemple la séquence du capitalisme dans l'histoire de l'humanité, c'est une séquence très très courte. C'est vraiment un tout petit segment de l'histoire des sociétés humaines et de la manière dont elles se sont organisées et parfois s'organisent encore. Avec une logique, en effet, prédatrice, de pillage, une logique d'exploitation, une logique fondamentalement du plus fort et une logique inégalitaire. Il y a plein de sociétés pour lesquelles cette organisation-là, cette société cadastrale de propriété et d'appropriation, c'est pas du tout les valeurs cardinales, c'est pas du tout le pivot
d'existence dans le quotidien. Et ça, je pense qu'on peut en parler sans que ça soit considéré comme utopique. Pas du tout. Enfin, c'est en fait renverser la dimension historique de le capitalisme, c'est comme un plasma ou comme l'air qu'on respire. Non, c'est vraiment une exception dans l'histoire de l'humanité. Il y a une phrase qu'un de mes amis bolcheviques que vous connaissez peut-être cite souvent, c'est « il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Oui. C'est-à-dire que sur l'imaginaire, c'est quand même très fort. Moi, j'en suis pas certaine. Je suis pas d'accord avec ça parce que dans la fiction contemporaine, effectivement, ce qui montre beaucoup, c'est que justement, il y a beaucoup de difficultés dans la littérature, à faire autre chose que des dystopies, etc. Mais on a quand même des exemples, y compris d'un point de vue littéraire, de sociétés où on imagine, de romans où on imagine une société radicalement émancipée. Mais encore une fois, si on fait un peu d'histoire ou d'anthropologie historique, on peut faire la démonstration que d'autres formes de vie sont une évidence. Et en fait, c'est pas que aller loin ou aller loin dans l'histoire. C'est vraiment des choses que de plus en plus de personnes ont décidé d'expérimenter de nouveau avec la question des biens communs. Donc insister sur cette question des biens communs. Tout à l'heure, on parlait des médias. Quand on dit oui, c'est pas du tout suffisant de dire il faudrait juste des médias publics, mais considérer que les médias étant un bien commun, il faut pouvoir les posséder collectivement. Tout à l'heure, on va recevoir Sophie Binet qui... il y a quelque temps avait dit il est minuit moins le quart dans le siècle. Là je l'ai entendu en interview début juin après les résultats dire là il est minuit moins 5. Hugo, toi tu as un podcast qui s'appelle Minuit dans le siècle. Il est quelle heure en fait? Ce sera ça ma dernière question. Il est tard et il fait sombre. Effectivement, aussi pour répondre à ta question, leurs avancées sont faites de nos reculs. Je pense que c'est très vrai. C'était dans le manifeste de Ralfron au début des années 90, qui a été la plus grande organisation de contestation du Front National au cours de son histoire, dans les années 90 en particulier. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est effectivement la question qu'on doit se poser. Moi, je pense qu'il y a quelques dimensions pour accompagner ce qu'a dit Ludivine. Il y a aussi la réactivation d'un militantisme de terrain qui ne peut pas être simplement digital. Je pense que c'est bien d'être présent sur les réseaux sociaux, etc. Mais il faut qu'on arrive à faire vivre à la fois des solidarités concrètes qui peuvent être syndicales, de quartier, etc. Là où il n'y en a pas ou plus, notamment dans les territoires ruraux, semi-ruraux, les petites villes, les petites entreprises, les moyennes entreprises où il n'y a plus de syndicats, où il n'y a pas de syndicats, etc. Et tant que nos idées de justice sociale, d'égalité n'y existent pas, et que ce qui existe du coup, c'est le sens commun médiatique, les petits patrons, le café, etc. Et puis les autorités locales, effectivement, le petit patron dont parle par exemple Benoît Coquart dans ses travaux sur les campagnes en déclin. Donc il y a tout un travail quand même qui est de militantisme de terrain. Il faut qu'on sorte peut-être aussi les uns et les autres, y compris moi, je m'inclus, d'une certaine forme de passivité. Le deuxième point, j'entendais récemment que quand on recrutait, quand il y a des jeunes qui arrivaient au Rassemblement national, on leur disait tout de suite, est-ce que tu as une association dans le coin où tu peux aller militer, tu y vas tout de suite, tu sociabilises et tu véhicules tes idées. Et tu es un gars normal. Et c'est vraiment l'une des premières choses qu'on leur dit quand ils prennent leur carte au Rassemblement national et qu'ils veulent militer pour le parti. Oui, mais à l'inverse, c'est aussi une longue histoire des organisations de la gauche, notamment de la gauche radicale et révolutionnaire. C'est pour ne pas devenir sectaire, tout simplement aussi, c'est être dans des associations de quartier, dans des collectifs, dans des syndicats, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est absolument fondamental, à la fois pour refuser le sectarisme et puis pour nouer ces liens de solidarité qui sont absolument nécessaires. Et pardon, je t'ai coupé aujourd'hui. Non, mais après ce sera le mot de la fin. On va s'arrêter à 20h parce qu'après, on a Sophie Binet qui, elle, a même aussi un impératif horaire après, donc on ne peut pas dépasser là les 20h. Donc, petit mot de conclusion peut-être. Ouais, mais vraiment en deux mots. Je pense qu'il y a la question culturelle, la bataille culturelle, et qui commence à être prise au sérieux, il me semble, dans la gauche. Et là, pour le coup, ça implique les médias web, dont Blast et dont pas mal d'autres médias qui se sont développés ces dernières années. Mais par ailleurs, ça implique aussi des formes, je dirais, old school de militantisme. Faire une réunion d'information syndicale sur sa boîte, c'est du travail politico-culturel où on fait exister autre chose, etc. Et troisième point, pour moi, c'est l'alternative politique. Et y compris l'ensemble du mouvement social, dont syndicales, associations, collectifs antiracistes, féministes, environnementaux, etc., ont leur rôle à jouer et doivent s'inviter dans cette dynamique. Le Front populaire des années de 30, c'est pas juste un tête-à-tête entre les organisations politiques, c'est des dizaines d'organisations qui se mettent dans cette affaire. Mais donc, si on résout pas en quelque sorte cette question de l'alternative politique, on n'arrivera pas à faire reculer durablement l'extrême droite. Et je pense que ça doit s'articuler aux autres points qu'on a évoqués en termes d'imaginaire, notamment d'alternatives, de militantisme de terrain, de questions culturelles. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.